Alors qu'Israël est en train de se préparer à envahir militairement la bande de Gaza, je vous propose dans cette vidéo d'essayer d'étudier d'un point de vue israélien, mais également d'un point de vue du Hamas, comment cette invasion pourrait avoir lieu. Dans un premier temps, nous allons faire une petite prise de recul, je vais vous présenter certains biais. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons faire le tour des forces en présence, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah au nord, qui pourrait venir gêner les opérations pour Israël, et ensuite les forces de Tsahal, les forces israéliennes. Une fois que ce sera présenté, nous verrons au-delà, car l'invasion de la bande de Gaza pourrait avoir un talon d'Achille, l'ouverture d'un nouveau front avec l'Iran, avec la Syrie, et également le rôle des États-Unis qui ont annoncé l'envoi d'un second groupe aéronaval sur zone qui devrait arriver d'ici plusieurs jours. Dans un dernier temps, nous irons voir les tactiques en se mettant à la place des Israéliens, en se mettant à la place du Hamas, et ensuite, je vous livrerai mon point de vue personnel, mes 2 cents et les points d'attention. Bienvenue sur la chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois. Jingle. Juste avant d'entrer dans le dur de la vidéo, je voudrais vous rappeler 2-3 points importants. Le premier, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Je vais vous livrer une analyse froide, militaire, le plus professionnelle possible et le plus débiaisé possible. Le pire que l'on puisse faire en tant qu'analyste est utiliser des biais de confirmation pour venir nourrir un narratif auquel on adhère pour des raisons personnelles, idéologiques ou tout simplement professionnelles. C'est pour ça que je vous recommande au maximum de varier vos sources, que ce soit en termes d'expertise ou en termes de pays et de langue. Ensuite, forcément, j'ai un biais français, j'ai été formé par l'armée américaine, j'ai un biais otanien, si on peut dire. Je me situe actuellement à 3600 km de la bande de Gaza, je n'y suis pas personnellement, ce qui aide à la prise de recul émotionnel, mais ce qui empêche également de voir vraiment ce qui s'y passe sur place. Également, comme je vous l'ai dit, je vais essayer, et ne soyez pas choqués, de laisser les émotions de côté. Ce n'est pas l'objectif de notre chaîne que de biaiser notre réflexion à cause des émotions, être le plus professionnel possible. Je tourne ce lundi 16 octobre à 12h30. Il est possible que certains événements aient lieu entre le moment où vous visionnez cette vidéo et le moment où je tourne, ne vous en étonnez pas. Et ensuite, eh bien, j'ai déjà traité certains autres aspects de ce conflit sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et un point important, je ne suis pas la Cour pénale internationale. Donc il n'y aura pas de jugement et n'attendez pas après moi pour qualifier ou non de génocide ou de crime de guerre telle ou telle action effectuée par un camp ou l'autre. Pour finir, j'ai choisi ce sujet parce que dans l'onglet communauté, je vous ai demandé votre choix, c'est la base de la démocratie sur cette chaîne. Vous avez été dans les 20 premières heures 6800 à voter, 43% ont demandé que j'explique cette thématique. Si vous souhaitez participer également au choix des sujets, n'hésitez pas à vous abonner et regarder régulièrement l'onglet communauté. On attaque. Dans toute opération militaire, il y a des forces en présence. Dans ce cas-là, nous avons les forces du Hamas. C'est eux qui sont installés dans la bande de Gaza, qui règlent les soucis politiques dans la bande de Gaza depuis environ 2007. Il y aurait environ, d'après les sources ouvertes, 20 000 combattants qui sont en état de siège. Ce qui veut donc dire que d'un point de vue militaire, pour développer de l'armement, pour s'équiper en armement, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils ont réalisé une opération que l'on pourrait presque qualifier militairement de commando. Elle a été qualifiée de terroriste par la plupart des pays au monde il y a maintenant quelques jours. Ils auraient perdu 2000 à 2500 combattants à ce moment-là et subissent depuis plusieurs jours, ainsi que la population gazaoui, de nombreux bombardements. Il y a donc fort à parier que d'un point de vue militaire, le Hamas dispose de roquettes, d'armes légères, de fusils, d'engins explosifs improvisés, mais ils ne disposent pas vraiment de matériel militaire conventionnel. Ils n'ont pas de chars, ils ont très peu de véhicules et ils n'ont pas d'armes aériennes, même s'il est probable qu'ils aient des drones. On a vu l'utilisation de drones ces derniers jours. C'est donc une guerre dissymétrique qui se prépare. Plus au nord, vous avez le Hezbollah. Le Hezbollah, de son côté, a accès à beaucoup plus de matériel.
pour de multiples raisons. Leur force, d'après les dernières annonces, serait estimée à environ 100 000 hommes. C'est une force qui, comme le Hamas, s'est créée au milieu des années 80, et ils ont des moyens beaucoup plus forts, environ 150 000 roquettes d'après les Israéliens, mais également des missiles anti-navires type C-802 dont nous avons parlé dans une vidéo récemment. Ils ont également des missiles sol-air, mais principalement à courte portée et qui va avoir du mal à atteindre un chasseur ou un avion au-dessus des 4-5 000 mètres d'altitude. Point important à noter, le Hezbollah est chiite, comme l'Iran, le Hamas est sunnite. En face, nous avons Tsahal, qui est l'acronyme, la réduction pour l'armée de défense d'Israël, qui est composée d'environ 170 000 combattants réguliers, renforcés par 460 000 réservistes. Vous devez, si vous êtes israélien, faire votre service militaire, qui dure entre 24 et 34 mois, que vous soyez, et c'est rare, un homme ou une femme. Il y a donc un très fort taux de féminisation dans l'armée de Tsahal, avec environ 80% des jobs, des postes qui sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes. À noter que 9% du PIB d'Israël était dévolu à la défense dans les années 50 jusqu'au milieu des années 60. En 1975, à cause de la guerre, 30%. À l'heure actuelle, et depuis 2011, il y a une réduction, et c'est de l'ordre de 5% pour un budget qui fait environ la moitié du budget français. Je vous rappelle qu'Israël, c'est environ 9 millions d'habitants, 1/7 de la population française, et pourtant une armée régulière qui fait environ la taille de la française, avec une réserve beaucoup plus forte. En termes de matériel, Israël dispose d'une armée de terre avec des chars qui ont montré leurs limites face à une attaque aérienne avec des petits drones ces derniers jours. Vous avez également des bulldozers qui risquent d'être très utiles. Vous avez des navires de guerre, même des sous-marins, et l'armée aérienne F-15, F-16, F-35, mais également des hélicoptères d'attaque, les AH-64, les Apaches, qui sont très présents sur les réseaux sociaux ces derniers jours avec beaucoup de frappes contre des membres du Hamas. Cette vidéo a pour objectif de se focaliser sur l'invasion probable de la bande de Gaza. Néanmoins, il ne serait pas juste de ne pas prendre un petit peu de recul et de ne pas regarder au-delà justement d'Israël. Vous avez de fortes tensions avec l'Iran, Iran qui met en avant dans la publicité ces derniers temps son nouveau missile Fatah, avec comme slogan 400 secondes vers Tel Aviv. Missile hypersonique et énorme tension historique entre l'Iran, chiite, et Israël. Vous avez également la Syrie qui a été attaquée ces derniers jours par Israël, notamment au niveau de ses aéroports, pour éviter des livraisons de munitions, c'est la version officielle. Et vous avez forcément dans la région les États-Unis, avec le déploiement de l'USS Ford, le tout nouveau porte-avions avec son groupe aéronaval dans la région, et l'envoi d'un nouveau groupe aéronaval qui est actuellement dans l'Atlantique, qui va venir soit en renfort, soit en relève. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo, car c'est indispensable pour stabiliser, d'un point de vue américain, la région et éviter une escalade. Maintenant, je vous propose de rentrer un petit peu dans la tactique, ne soyez pas choqués. Les militaires, afin de bien comprendre une opération, vont se mettre à la place des forces bleues et à la place des forces rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voulez envahir un territoire, vous allez réfléchir à comment l'envahir, mais également à comment le défendre. Je vais donc tour à tour me mettre à la place des Israéliens et réfléchir tactiquement à comment prendre la bande de Gaza, et ensuite à la place du Hamas et réfléchir à comment me défendre face à une attaque israélienne. C'est parti, nous allons nous poser la question de comment réussir à prendre Gaza. Point important, ces derniers jours, les Israéliens, après avoir fait un énorme bombardement, pilonnage, j'ai envie de dire, que nous avons traité sur la chaîne, ont largué des petits papiers appelant la population à quitter toute la zone. Donc comme vous le voyez ici, il y a cette zone, et si on zoome, si on regarde la géographie de la bande de Gaza, on se rend compte qu'il y a des zones construites et des zones également où il y a moins de construction. Ce n'est pas une construction dense. Donc en zoomant un petit peu dans la carte, on se rend compte que dans le nord de la bande de Gaza se trouve la ville de Gaza. Ensuite, vous avez une sorte de zone avec des champs ou de faibles populations. Ensuite, Deir al-Balah, et ensuite, plus au sud, vous avez d'autres villes. C'est toute cette zone-là, toute la zone nord qui a été, ici, là,
toute cette zone-là qui a été appelée à être évacuée par les Israéliens. On s'attend donc à avoir une invasion sur le nord de la bande de Gaza, sur la ville de Gaza, qui fait environ 45 km². Nous allons reparler détails après. Donc premier point, pourquoi ? Quel est l'objectif annoncé de l'armée israélienne? Ils annoncent que leur objectif est la destruction totale du Hamas, ce qui n'est pas cohérent avec la reprise uniquement du nord de la bande de Gaza. Il suffit que les personnes du Hamas descendent dans le sud et ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est une période de guerre, nous ne sommes pas obligés de connaître leur but de guerre, mais l'annonce à l'heure actuelle c'est ça. Maintenant, comment? Ils préparent une invasion terrestre. Ils ont ramené des chars, des bulldozers, ils ont fait un pilonnage en amont de la zone de Gaza pour forcer la population à suivre, pour forcer la population à partir, et ils ont ouvert des corridors humanitaires sur lesquels le Hamas a probablement essayé de freiner la population. Je vous rappelle qu'il n'est pas dans l'intérêt du Hamas qu'il n'y ait plus de population civile dans le nord de Gaza, puisque cela gênerait la mise en œuvre militaire de l'armée de Tsahal. Regardons d'un point de vue tactique. D'un point de vue tactique, vous voulez dans un premier temps préparer le terrain, avoir du renseignement, évacuer la population civile, que ce soit à l'intérieur de la bande ou à l'extérieur. Les populations israéliennes à l'extérieur de la bande de Gaza ont dû évacuer également. Et ensuite, vous voulez préparer votre personnel pour un combat qui risque de durer longtemps. Vous voulez également amener des hôpitaux de campagne, amener du sang, préparer toute votre chaîne logistique et de soutien pour vos militaires qui vont être engagés. Ensuite, vous allez devoir envoyer les troupes. Absolument aucune technologie ne remplace, à l'heure actuelle, le militaire au sol qui occupe le terrain. Et rappelez-vous cette phrase, de manière générale, sur un territoire, soit c'est un militaire de votre armée qui occupe le terrain, soit un militaire d'un autre pays ou d'une autre armée. La présence au sol, à l'heure actuelle, ne peut pas être remplacée. Vous allez donc devoir envoyer les troupes par quel axe? Il est probable que ça rentre du côté d'Erez, donc une entrée par le nord. Vous pouvez également avoir plusieurs axes d'attaque et également, pourquoi pas, un axe maritime. Comme ça, vous ouvrez différents fronts, ce qui va gêner la coordination des défenseurs et ce qui va amener peut-être à prendre des défenseurs à revers. Vous avez tout avantage à rentrer par un maximum d'angles différents. Il y a quelque chose de très particulier sur cette zone, c'est qu'elle est très petite. Je répète, 45 km Gaza. Le plus grand champ de manœuvre militaire français, le plus grand d'Europe, c'est à Canjuers et c'est 350 km². Donc là, on est sur une zone qui fait, toute la zone là, environ peut-être un tiers du plus grand champ d'entraînement militaire d'Europe, pour vous donner une idée. Donc si vous voulez envoyer 100 000 hommes, il va falloir vraiment attaquer sous des axes différents et la mer est également un avantage pour l'attaquant. Ensuite, il va falloir coordonner vos troupes. Et ça, c'est un point extrêmement important pour minimiser vos pertes et optimiser vos chances de succès rapides. Vous allez vouloir utiliser les F-15, les F-16, pourquoi pas les F-35, mais également les hélicoptères d'attaque et les drones. Tout ça va dépendre de la météo. Ces derniers jours, la météo n'était pas très bonne. L'attaquant, et j'insiste dessus, décide de la temporalité. À l'heure actuelle, c'est Israël qui décide de la temporalité. Elle a cet avantage énorme. Ils peuvent attaquer quand la fenêtre météo est à leur avantage. Il n'y a aucune pression à 24 ou 48 heures près. Ils doivent donc s'assurer d'être prêts avant d'y aller. Plus ils attendent, plus le Hamas, qui est dans une situation de siège, s'affaiblit. Maintenant, regardons un petit peu dans le détail comment cette coopération va pouvoir se réaliser. Vous avez la surface. En dessous, vous avez des tunnels. Tunnels qui nous font forcément penser au Vietnam. On pourra revenir plus en détail dessus si vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez envoyer des chars, des bulldozers et des hommes. Ils seront protégés par des tireurs d'élite. Et ensuite, vous allez venir mettre du monde dans la troisième dimension. Vous aurez un étage basse altitude pour les hélicoptères qui pourront appuyer au plus près les forces au sol, que ce soit avec des obus ou que ce soit avec des roquettes. Et ensuite, lorsque vous avez besoin de charges militaires plus fortes, vous avez recours aux drones
qui ont d'excellents senseurs, qui permettent également de transmettre les informations aux troupes au sol et aux états-majors, qui peuvent guider les airs de l'armement s'il fait beau, et également extraire des coordonnées GPS. Et vous avez au-dessus les chasseurs que vous gardez assez haut afin d'éviter tout tir sur vos chasseurs qui font des ronds dans le ciel et qui surveillent ce qui se passe au sol. Eux, ils vont pouvoir tirer de la bombe de 250 kg à 1 tonne, là où l'hélicoptère va pouvoir traiter à l'obus ou à la roquette. Ensuite, vous allez avoir de l'artillerie. On peut également appeler de l'artillerie du support à l'artillerie, typiquement en Irak. En 2015-2016, il y avait des canons César et vous avez également l'artillerie marine. Je vous rappelle qu'on a la mer juste à côté qui peut patrouiller, qui peut faire, si besoin, de l'appui-feu. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et tout ce petit monde va être coordonné par des spécialistes au sol ou dans les drones, ou dans les hélicoptères, ou dans les avions biplaces, que l'on appelle les FAC, les Forward Air Controllers, ou les JTAC, qui vont gérer tous les assets, comme on dit, tous les moyens aériens, et coordonner les feux, pour qu'au fur et à mesure que vos troupes avancent, qu'elles libèrent des endroits, s'il y a un doute sur une embuscade, sur un sniper adverse, sur une équipe adverse, même sur un engin explosif, eh bien on peut appeler du feu, que ce soit de l'artillerie, de la mer ou du ciel, pour venir détruire la menace et préserver ainsi les vies de votre infanterie qui est en train d'avancer et prendre le territoire. Par contre, pour ce qui est des sous-sols, les moyens aériens ne peuvent pas vous aider. Ils sont d'ailleurs probablement piégés, voire pire, ils peuvent peut-être amener le sol à s'effondrer en dessous de vous s'ils ont été extrêmement piégés en amont. Donc il y a de nombreux pièges, mais pour minimiser les pertes du côté de Tsahal, il faudra ne pas se mettre une grosse pression temporelle et accepter qu'une opération de reconquête d'une ville en ruine peut être très très longue. On l'a vu avec le cas de la ville de Ramadi en Irak, ça a pris plusieurs mois pour récupérer à l'État islamique une ville qui n'était tenue que par quelques centaines de terroristes. Maintenant, je voudrais insister sur les points de rétex, le fameux retour d'expérience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans un premier point, il va falloir évacuer au maximum la population civile, ce que Tsahal est en train d'essayer de faire. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils allaient dégrader la qualité du signal GPS, probablement pour gêner le Hamas dans la mise en œuvre de petits drones. Ensuite, ils risquent de dégrader également et de brouiller la radio. Encore une fois, la géographie les aide. La zone à brouiller est extrêmement petite, ce qui rend ça très facile. Ensuite, ils vont isoler au maximum les combattants du Hamas. S'ils restent derrière, on en reparlera. Et j'insiste encore une fois sur la taille de la surface, qui est très petite, plus petite que le champ de tir de Camp Juers, qui va donc forcément amener à une énorme saturation en effectif si Tsahal rentre avec même ne serait-ce qu'un tiers de ses troupes. Pour vous donner une idée, lorsque les Russes sont entrés en Ukraine, ils avaient un front de 1000 à 1500 km pour 150 000 hommes, avec en face 150 à 300 000 Ukrainiens qui disposaient de l'arme aérienne et de matériel lourd. Là, il s'agirait probablement d'envoyer plusieurs dizaines de milliers, peut-être même 100 000 hommes à terme, dans une zone qui correspond à 100 km² grand maximum, défendue par quelques milliers d'hommes au maximum, sans aucun matériel lourd et sans aucun support aérien et très peu de renseignements, puisque tout va être brouillé. Donc nous sommes dans un conflit asymétrique au possible. Il est probable que le Hamas l'ait cherché. Nous allons maintenant voir comment le Hamas a peut-être prévu de se défendre. Je vous rappelle que l'état final recherché du Hamas, c'est normalement la destruction totale de l'état d'Israël. Ils savent que ce n'est pas avec leurs 20 000 combattants qu'ils vont pouvoir réussir. Maintenant, s'ils arrivent à allumer une réaction en chaîne qui va également chercher des musulmans chiites, qui va également chercher des forces beaucoup plus fortes, comme par exemple l'Iran, comme par exemple la Syrie, comme par exemple le Hezbollah, à ce moment-là, une réaction en chaîne peut venir les aider vers leur état final recherché. À l'heure actuelle, ils sont seuls dans une ville de plus en plus en ruine et nous allons voir comment ils peuvent se défendre. Le premier point, c'est aller regarder le retour d'expérience de l'Afghanistan et de l'Irak. Ce sont deux points très intéressants et je voudrais vous partager un sujet de réflexion qui nous vient de Kars et après qui a été repris par Simon Sinek. C'est celui du jeu fini versus le jeu infini. Les talibans se sont battus contre les soviets et ensuite contre l'Occident. Ils ont repris le pouvoir il y a maintenant quelques années avec une débandade, si on peut dire, de l'armée américaine. Pourquoi? Eh bien parce que d'entrée de jeu, les talibans sont rentrés dans ce qu'on appelle un jeu infini. Ils étaient face à une démocratie qui n'allait pas pouvoir rester
ad vitam aeternam dans le territoire. Ils ont donc réfléchi à leur modèle de combat pour tenir dans la durée. Et la problématique pour les Occidentaux qui occupaient le terrain était de ne jamais savoir si la personne, le berger, était un membre des talibans ou n'était pas un membre des talibans. Donc c'était ce qu'on appelle cette guérilla warfare, cette guérilla constante qui a usé les armées occidentales, qui a forcé le retrait pour des raisons économiques, pour des raisons politiques propres aux démocraties, et qui, in fine, a permis aux talibans, après avoir vraiment gardé un profil très caché pendant des années, leur a permis, in fine, d'occuper le territoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une tactique, voire même une stratégie militaire qui fonctionne. Si là demain, le Hamas ne défend pas Gaza, se replie avec la population vers le sud ou laisse que quelques militaires dans le nord pour affliger quelques pertes médiatiques à Tsahal et ensuite derrière fait profil bas, il va être extrêmement difficile pour les Israéliens, dont les renseignements nous ont montré leurs limites ces dernières semaines, eh bien de réussir à tous les éradiquer conformément à l'état final recherché annoncé par la communication israélienne. Donc on peut s'attendre à 3 scénarios possibles de la part du Hamas. Le premier scénario, le moins probable, est que le Hamas se replie dans le sud et ne défende pas Gaza. Le deuxième scénario serait que le Hamas reste dans le nord et se batte jusqu'à la mort pour défendre la ville de Gaza face à l'attaque de Tsahal. Et le troisième scénario, qui je pense est le plus probable, mais également d'un point de vue militaire le plus malin, serait de séparer les forces. Voyez ça comme des contrats courts, des contrats longs. Les contrats courts restent au nord et vont être tués par Tsahal tout en leur infligeant des pertes dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Les contrats longs, eux, jouent sur une autre temporalité, vont servir à recréer le Hamas, à le faire remonter en compétence pour s'assurer qu'il ne disparaisse jamais et vont faire de l'influence auprès de la population de Gaza. Maintenant, pour défendre le nord, eh bien vous avez toutes les techniques que l'on peut et que l'on a retrouvées au Vietnam avec les sous-sols qui vous gardent à l'abri de l'attaque de la 3e dimension, même si certaines bombes arrivent à pénétrer environ 2,5 mètres de béton. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Le gros point sur lequel je voudrais insister, c'est celui des engins explosifs improvisés qui ont fait de véritables massacres en Afghanistan, en Irak, qui sont très faciles à mettre en place et une ville en ruine est facile à piéger. D'un autre côté, le Hamas se livre une guerre de communication avec Israël autour des otages, autour de la population civile et également autour peut-être de l'ouverture d'un nouveau front vers le nord avec le Hezbollah. Les dernières informations que j'ai ce matin, eh bien, c'est que Israël a demandé à sa population de quitter les 2 kilomètres frontaliers avec le Liban en prévision peut-être de conflit avec le Hezbollah. Une ouverture d'un second front viendrait énormément gêner Israël dans son état final recherché. Maintenant, pour ce qui est de mes 2 cents, de mon point de vue personnel, toujours la question de l'état final recherché. Au-delà de la rhétorique annoncée, demandez-vous quel pourcentage de la vérité est-ce que l'on connaît vraiment, est-ce que l'on nous communique vraiment, même si c'est 80%, ce qui est peut-être assez réaliste, eh bien ces 20% qui nous manquent peuvent forcément faire absolument évoluer la tactique ou les choix politiques. L'autre point, c'est la communication et la bataille de l'opinion. Dès ma première vidéo sur le sujet, il y a maintenant plusieurs jours, j'avais attiré l'attention sur le danger pour Israël de mal répondre à cette attaque du Hamas et de transformer cette attaque sur le territoire israélien du Hamas comme une gigantesque opération de recrutement pour le Hamas, non seulement en interne, mais également d'un point de vue international. Malheureusement, il semblerait à l'heure actuelle que ce soit ce qui soit en train de se passer, et d'ici quelques semaines, il est possible que si ça continue à ce rythme-là, l'opinion mondiale ait même tendance à se retourner contre les agressés de cette campagne, à savoir les Israéliens. Il faut donc faire preuve de finesse et d'intelligence, surtout autour de la communication. Autre point, je viens de vous en parler, c'est ce pourcentage d'informations. Je vous renvoie vers Socrate. La seule chose que je ne sais, c'est que je ne sais rien. C'est extrêmement vrai dans ce type de conflit et nous n'avons pas accès à toutes les informations. Ça doit toujours être présent dans votre tête quand vous observez ces vidéos ou quand vous regardez la presse. Le dernier point, c'est celui de l'escalade régionale. Point très important, on pourra peut-être traiter plus en détail dans la chaîne. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait,
Israël ne dispose, du fait de la taille de son pays, d'aucune profondeur stratégique. Si vous prenez des grands pays, les États-Unis, la Chine, la Russie, ils sont des pays qui disposent d'une profondeur stratégique. S'ils se font enfoncer, ce n'est pas gênant. Napoléon est allé à Moscou et pourtant il est vite retourné en France derrière. À partir de là, ce n'est pas possible dans le cas d'Israël qui n'a pas cette profondeur-là et se doit d'être beaucoup plus nerveux dans sa manière de se défendre. Le gros danger pour eux, c'est donc d'être attaqués sur plusieurs fronts et éventuellement de reculer initialement. Ils ne peuvent pas se le permettre et je vous rappelle qu'Israël est une puissance nucléaire. C'est donc d'un point de vue mondial, un des pays qui pourrait être amené à utiliser la puissance nucléaire le plus rapidement du fait de cette absence de profondeur stratégique. Les États-Unis en sont conscients et c'est pour ça que dès la première heure et pour plein d'autres raisons, ils se sont montrés aux côtés des Israéliens. Cela va aider Israël dans sa gestion des stocks. Cela va également amener les États-Unis à essayer de transformer toute tension en une guerre de proxy ou une guerre conventionnelle et non pas en une guerre nucléaire. La présence des Américains permettra de rétablir la balance conventionnelle dans la zone si ça devait partir en conflit plus régional et limiter les risques d'un départ en guerre nucléaire. Mais nous reviendrons plus en détail dans le rôle des Américains et de leur flotte au large dans les prochains jours. L'autre point, c'est celui du drame humain. Je n'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, mais j'en ai conscience. Et forcément, nous allons parler de différentes tactiques. Il va y avoir des call damage, des dommages collatéraux. Il y en a déjà eu d'ailleurs plusieurs milliers. L'autre point, c'est pour nous, en France, un renvoi vers notre loi de programmation militaire. On l'a vu, il y a une accélération des tensions, de la déstabilisation au niveau mondial. Notre loi de programmation militaire essayait de prendre en compte les tensions en Europe. Je pense qu'il serait intéressant, peut-être, de rouvrir une réflexion autour de la loi de programmation militaire, car plus les États-Unis sont sollicités, plus leur stock est sollicité, plus on se rend compte de nos limites en tant qu'Occidentaux, à un moment où on annonce en Europe qu'on n'a plus grand-chose à donner à l'Ukraine, et où les Américains vont peut-être se retrouver à ouvrir un autre front si les choses dégénèrent. Plus que jamais, nous devons d'être autonomes d'un point de vue nucléaire, d'un point de vue conventionnel et d'un point de vue industriel. Je vous renvoie vers la première chose que je vous ai mis dans Au-delà de l'Ukraine. Êtes-vous prêt à vivre avec les conséquences de votre manque de préparation? Pour terminer, eh bien, je vous propose une citation de Maître Sylvie Topalov. On ne choisit pas ses ennemis, ce sont eux qui nous choisissent. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les dernières vidéos sur ce conflit si vous voulez mieux comprendre la globalité. Et d'ici quelques jours, nous allons vous parler probablement de la flotte américaine. On vous met tout ça en votation sur l'onglet communauté où vous pouvez voter si vous êtes abonné. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou dans votre entreprise en conférence. Fly safe.